coup, souvent, tu vois, quand je suis en réflexion, je recule et paf, clic, boum. Donc, ok. Ce à quoi je m'attends, en fait, c'est de raconter un peu mon parcours, de faire le lien avec ce côté un peu gentil que je peux incarner, en quoi ça m'a posé des problèmes dans la vie, comment je les ai un peu solutionnés, à quoi je m'attends, un échange un peu authentique, en fait. Je m'attends un peu à ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, hyper heureuse parce que c'est un peu hors du commun, j'ai envie de dire, dans le monde des gentils, je reçois un homme et je crois que c'est le deuxième que je reçois dans mon podcast et franchement, je suis super contente. C'est un homme qui assume, qui est gentil et franchement, ça fait du bien. Bonjour Ahmed. Salut Léa, merci beaucoup de me recevoir. Ah, je suis vraiment trop contente de te recevoir. Enfin, moi, je t'ai croisé du coup pour vous expliquer un peu la genèse. J'ai croisé Ahmed sur différents événements freelance parce qu'il est comme moi à son compte. Et c'est quelqu'un qui illumine la pièce, qui a vraiment une aura qui est communicative. Et je me disais que pour Trop Bonne, Trop Cool, ça fit très bien. Et je me suis pas trompée. Ahmed a accepté mon invitation. Et franchement, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Waouh, que d'éloges. Merci, tu vois le côté gentil là du coup et tout sourire, tout heureux, tout content. Pour l'ego, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci. Bah, je t'en prie. Bah, écoute, je vais te laisser te présenter pour les invités enfin, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Ok, eh ben bonjour à tous. Eh bien écoutez, Ahmed, si je dois me présenter, j'ai envie de parler un peu de la sphère pro, mais aussi de la sphère perso. Je suis un jeune papa d'un petit garçon de 3 ans qui est incroyable, extraordinaire, et qui illumine ma vie et mes journées. Bientôt marié également, à une femme également extraordinaire. Félicitations. Merci, merci. Ma vie, quoi dire en fait? Qu'est-ce que je devrais dire? Est-ce qu'on parle du pro, du perso? Tu Est-ce parles de ce que tu veux, comment tu as envie de te présenter pour que nos auditeurs, nos auditrices apprennent à mieux te connaître. Ok. Je pense que je fais partie de la catégorie des gentils. C'est un peu l'objectif et la thématique de ce podcast. Donc, je pense que je fais partie de cette grande team des gentils qui aiment la vie, qui je me considérais comme assez altruiste comme garçon, où le bien-être des autres est assez important pour moi et même très important pour moi. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai créé une entreprise qui s'appelle Scale-up. Scale-up accompagne les entreprises et leurs talents à harmoniser sens, bien-être, performance dans un objectif, si tu veux, d'engager et de fidéliser les collaborateurs sur le long terme. Donc tu vois, le bien-être, le fait d'être heureux au boulot, tu vois, ça se transmet, ça se transpose dans les missions et dans la vision de ma boîte. Euh, Ouais, c'est déjà un bon résumé de qui tu es. Je trouve que voilà, c'est déjà une belle présentation, puis on va apprendre à mieux te connaître de toute façon dans tout l'épisode. Je vais te poser la première question. Ça veut dire quoi pour toi être gentil et comment ça se manifeste dans ton quotidien? alors, être gentil, pour moi, c'est vraiment être orienté vers l'autre. Tu vois, je suis maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, et ça me fait penser à ça, donc bim, je dérive dans le technique. Tu me dis si c'est Non, non, vas-y, avec si c'est plaisir. ok. Je dérive dans le technique, mais on a ce qu'on appelle des métaprogrammes en PNL. Les métaprogrammes, c'est des éléments qui te permettent euh, de comprendre et de modéliser, si tu veux, le fonctionnement d'un individu. Et on a deux métaprogrammes qui viennent un peu s'opposer, qui sont le tri sur moi et le tri sur l'autre. Euh, Tri sur moi, c'est quand tu vas me raconter une histoire, est-ce que je vais associer ma vie à cette histoire? Genre si je te dis, ah bah Léa, je suis parti au Maroc l'année dernière, si t'es focus tri sur toi, tu vas me dire, ah bah moi aussi, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et il s'est passé ci, et j'ai pris tel avion, et j'ai visité ça. Si t'es en tri sur l'autre, tu accentueras plus le questionnement et tu t'intéresseras plus à l'autre. Ça fera du genre, ok, t'as pris quelle compagnie aérienne et t'as atterri où et qu'est-ce que tu y as fait et pourquoi et comment t'as trouvé telle chose, tel endroit, telle spécialité culinaire. Donc tu vas vraiment te focus sur l'autre. Donc pour moi, être gentil, c'est vraiment être en grosso merdo en tri sur l'autre dans les échanges en tout cas interpersonnels. Être gentil, ça veut dire penser aux autres, ça peut être
une petite pensée par un petit message, par un petit vocal. Ça peut être, je passe, je te tiens à la porte. En fait, ça, c'est des trucs, mais je crois que depuis tout gosse, tu vois, je l'ai, ce petit truc-là. Mais je te tiens à la porte, je vois que tu es en galère pour porter un truc, je vais t'aider. Même si je suis en retard, tu vois, je vais prendre du temps pour te filer un coup de main si tu es en galère. Tu me poses une question dans la rue, je m'arrête, je t'y réponds. Euh, ouais, être gentil, je dirais que c'est vraiment être focus, tourné pour répondre aux besoins des autres. C'est un peu comme ça que je le définis, moi. Je le Trop définirais, chouette, ouais. c'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, c'est un vrai sujet, le tri, comme tu disais, le tri sur l'autre ou le tri sur moi. Moi, c'est un truc que j'essaye toujours de ne pas faire, de ramener la couverture à moi parce que ça me pose vraiment un souci. Et des fois, j'ai tendance à le faire et je me sens mal. Tu sais, c'est le truc où j'intériorise le truc et je me dis, oh là là, mais j'aurais pas dû dire ça. Et du coup, ça résonne vraiment ce que tu expliques parce que moi, c'est un truc que c'est en chemin et c'est des mécaniques que j'ai dans mon cerveau et moi, je les comprends pas, ces mécaniques-là. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment, enfin, de creuser autant là-dessus. Et moi, je me le force. Enfin, pas je me force, mais j'essaye de plus le faire naturellement, tu vois, de m'intéresser d'abord à l'autre avant de toujours dire ah ben moi j'aurais fait comme ça, ah ben moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Alors que pourtant c'est pas du tout mon caractère. Mais je sais pas, c'est mon cerveau, tu sais, qui mouline trop vite, qui va trop vite. Enfin, je sais pas, tu sais, qui va trop vite dans la pensée et le truc. Et du coup, des fois j'oublie un peu l'autre, alors que pourtant je me définis comme altruiste, tu vois. Et donc ça me pose un vrai souci par rapport aux valeurs que je véhicule. Donc c'est super intéressant. Ok. Et, euh, et tu vois, je trouve ça trop cool ce que tu me partages. Et c'est intéressant, en fait. Euh, Putain, j'en parlais avec ma femme hier, j'ai envie de te partager ça là. J'en parlais avec ma femme hier en fait, et je me dis, tu vois, mon métier c'est d'accompagner en fait, c'est d'accompagner, de former, d'entraîner au développement des soft skills, au développement des compétences douces des individus. Et en fait, j'ai toujours cette posture de tri sur l'autre. Et il y a des fois où je suis toujours obligé de ramener un peu ma science, tu vois, ou ah bah tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça peut s'expliquer comme ça, techniquement. Et alors, compte tenu de ça, toi, comment tu ferais pour, ou qu'est-ce que ça vient chercher chez toi si. Et du coup, j'ai toujours un peu cette posture de coach là, tu vois, donc vraiment trop focus en tri sur l'autre. Et en fait, je me disais avec ma femme hier, putain, ça me fatigue parce que des fois, j'aimerais juste avoir une conversation simple. Tu vois, moi je aussi. Et puis, laissez-moi tranquille. J'ai envie de dire moi je aussi, quoi. Et cette culpabilité, des fois que je dirais un gentil peut avoir de parler de soi, euh, elle est un peu chiante à vivre, ouais, des fois. Ouais, clairement. Elle est un peu chiante Mm. à vivre. Alors qu'elle Puis est je pense normale, quoi. que oui, elle est normale et puis je pense que, nous, on se pose beaucoup de questions et que ceux qui le font naturellement, ils vont pas se torturer l'esprit en se quittant une conversation en disant: «Oh là là, moi, le nombre de fois où j'ai dit "moi je", mais je me prends pour qui?» Tu sais, moi, j'ai l'impression parfois de sortir d'une conversation et d'avoir la tête comme un melon et de me dire: «Mais attends, je vais plus passer les portes, ça se passe comment?» Et tu sais, je culpabilise de ouf et je me dis: «Mais c'est pas normal d'être comme ça». Et en fait, si, je pense que c'est normal, c'est juste que moi, j'intellectualise tout et après je réfléchis sur tout et c'est Ouais. plus ça qui est pas normal, tu vois? Que j'aimerais mieux arrêter un peu mon cerveau et dire: «OK, c'est OK d'avoir parlé de soi, c'est pas grave». Mais c'est même bien en vrai, il faut Ouais, quoi. clairement. Il Mmh. faut, sinon on se livre pas, sinon on sait rien de nous, sinon on partage pas ce que nous on vit, nos émotions, de quelle manière on est. Et en fait, à être trop focus sur l'autre, ça peut nuire en fait sur le long terme à la relation, quoi. Parce que t'es potentiellement inconnu pour l'autre, fondamentalement. Enfin, tu vois, il te manque des éléments en fait. Donc tu peux avoir moins confiance en l'autre à partir du moment où l'autre ne prend pas de place un peu aussi, quoi. Enfin, c'est un échange, hein. Ouais, clairement. Et ça, du coup, est-ce que tu l'associes vraiment à ton travail et ça a débordé sur ta vie perso? Ou est-ce que justement tu arrives à avoir cette posture de tri sur l'autre pendant que tu es au travail, mais par contre quand tu rentres chez toi, tu arrives à plus parler de toi et à plus te livrer? Et c'est intéressant, je pense que c'est l'inverse en fait. Je pense que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait que ça m'a orienté vers ce métier-là, en fait, et ce job, tu vois. Euh, Tu vois, j'ai travaillé 15 ans dans le tourisme, et mon quotidien, c'était de penser au bien-être de mes vacanciers. J'étais directeur de camping, enfin, voilà, je fais pas mal de jobs là-dedans. Donc, service plus, et objectif satisfaction client. C'était vraiment un peu le driver, tu vois. Et donc, pour que les clients soient satisfaits, faut leur accorder du temps, faut les écouter, faut veiller à leur bien-être. Et, euh, et tu vois, depuis
d'aussi loin que je me rappelle, j'ai commencé à bosser, je crois que j'avais 17 ans, tu vois, en parallèle de mes études. Euh, et j'étais déjà câblé comme ça avant même de bosser, en fait. Et ça s'est transposé dans le choix de mon métier, ça s'est transposé dans la création de mon entreprise, dans la vision de ma boîte, dans les missions de ma boîte, dans les valeurs de ma boîte. Et c'est tenu. Ouais, je pense que c'est ce qui fait que je me suis orienté dans ce secteur-là parce que je suis comme ça de base, en fait, je dirais. Et tu arrives à l'expliquer d'où ça vient? Est-ce que c'est ton éducation, tes parents, ton entourage? Enfin, est-ce que tu arrives à retracer ce parcours-là ou est-ce que du plus loin que tu te souviennes, tu as toujours été comme ça? Ouais, bah tu vois, de par les formations que j'ai fait, on appelle ça la modélisation, on se modélise beaucoup, on va chercher à se comprendre, à comprendre ses fonctionnements, à aller chercher un peu, tu vois, ce qui nous anime, quels vont être nos drivers, qu'est-ce qui fait qu'on agit, on pense, on réfléchit de telle ou telle manière. Et ouais, j'ai un peu compris, j'ai un peu compris d'où ça vient, pourquoi. Je vais être transparent, mais je pense que c'est tenu par une grosse valeur d'amour et par le fait de vouloir obtenir de la reconnaissance et de l'amour par les autres, en fait. Euh, alors, ça peut paraître un peu comment dire, des gros mots ou un peu utopiques ou même un peu bizarroïdes, tu vois, si nos chers auditeurs écoutent, ça va, hein, j'ai pas, enfin, je suis pas en peine d'amour ou ça va, hein, j'ai des gens qui m'aiment et dans tous les échanges que je fais, je ne vais pas chercher absolument l'amour, mais c'est un mécanisme assez inconscient que tu crées, que tu développes, que tu mets en place et qui va faire que tu vas agir, comme je te disais, penser, vivre des émotions en lien avec ça, quoi. Et donc forcément, ça a un lien avec ton passé, forcément, ça a un lien avec ton expérience de vie, avec ta culture, ton éducation, avec tout ça. J'ai eu une enfance un peu complexe, je dirais, pour pas forcément rentrer dans les détails, mais qui fait que ouais, la peur de l'abandon, la quête de l'amour du prochain fait que bah, c'est ce qui vient driver un peu tout ça. Donc, donc c'est cool d'en avoir conscience et ouais, c'est autant génial parce que ça apporte énormément et c'est ce qui m'enrichit au quotidien. Mais c'est comme tout en fait, faut le doser. C'est comme tout. Trop, trop de tout. Hein, de toute façon, à un moment donné, ça, ça, ça peut nuire en fait. Ça peut nuire. Ouais, clairement. Du coup, serais-tu people pleaser? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un pattern commun avec tous les gentils que j'interviewe. J'ai l'impression que tout le monde vit un peu, pour les autres, enfin, je sais pas, il y a un côté où, on s'oublie un peu. J'ai l'impression que dans ton discours, tu t'oublies même toi-même et tu vis un peu pour les autres, tu vis pour, rendre service aux autres, pour être aimé par les autres et tout ça. Comment tu le vis ça, du coup? Mais en fait, bah, je pense que c'est comme ça qu'un gentil se définit. Euh, Tu vois, comme on dit le dicton, trop bon, trop con, je te donne ça, tu prends ça. Vous n'avez pas l'image, mais je montrais mon doigt et après je montrais mon bras. Je pense que vous connaissez l'expression, mais tu vois, on est vraiment là-dedans en fait. Et c'est jusqu'à quel point tu vas être gentil euh, dans tes relations avec les autres pour que ça puisse être ok pour chacune des parties, tu vois. Et en fait, ouais, ça m'a déjà porté préjudice. Ouais. Ça m'a porté préjudice sur plein de choses, personnellement parlant, professionnellement parlant, où en fait, tu donnes beaucoup. Euh, alors, l'altruisme voudrait que tu donnes sans attendre en retour. Mais à un moment donné, pour avoir un semblant tu vois, on parle de la pyramide de Maslow, hein, mais le haut de la pyramide, c'est le besoin de reconnaissance. C'est fondamental, hein, on est des êtres sociaux et émotionnels. Donc pour avoir ce besoin de reconnaissance-là, euh, dans l'idée, on attend un peu de retour, quand même, dans le don. Et en fait, c'est des trucs un peu à la con, mais tu vois, professionnellement, tu vas donner par exemple beaucoup à des partenaires ou énormément à une co-construction, un échange avec des clients. Et au final, tu te rends compte que bah, t'as pas forcément le retour escompté au niveau tarification, au niveau proposition de partenariat, au niveau de plein de choses. Donc, euh, donc c'est génial parce que chaque jour, on prend des leçons, tu sais, des petites claques derrière la tête en te disant ah mais tu le savais, en plus tu le sais, tu le fais mais tu le sais. Et,
Et en fait, ce petit retour-là tu vois, le boomerang, il te retourne un peu dans la tronche. Ben, il y a des fois, il pique à plus ou moins grosse échelle. Mais ouais, l'idée, c'est de mettre un peu des garde-fous. Jusqu'où tu vas, en fait. Jusqu'où tu veux aller pour venir Ouais, c'est ça. satisfaire ce besoin d'amour, quoi. Bah, justement, j'allais te demander, est-ce que maintenant, tu arrives justement à poser des limites, des barrières pour te protéger, pour, enfin, tu vois, est-ce que tous ces red flags, maintenant, tu arrives à les identifier et à pas te lancer à cœur perdu en mode j'y vais et let's go, quoi? Ouais, ouais, bah, de plus en plus. De plus en plus, ce que j'ai fait, bah, j'ai beaucoup bossé sur moi aussi, tu vois. Ça, c'est un truc. Tout ce que j'ai pu faire en termes de formation devrait être enseigné à l'école pour moi, tu vois. C'est dès le plus jeune âge, en fait, apprendre à te connaître, apprendre à te comprendre, apprendre à comprendre les autres. Euh, c'est tellement primordial parce que sans ça, en fait, justement, on parle de red flag, mais sans ça, à quel moment tu les mets, en fait? Mais à tout niveau, en fait, on parle des gentils, mais on peut parler tu vois, on peut parler de management et de management toxique. Comment les managers toxiques euh, eux-mêmes se perçoivent? Bah, ça le fait, en fait. C'est les autres, c'est pas de leur faute, c'est les autres. Pareil, les très bons, les gentils, bah, à un moment donné, ouais, mais c'est pas de notre faute, tu te rends pas compte, tout ce que j'ai donné, tout ça. Ouais, ouais, mais sauf que le problème, c'est, on va parler de responsabilisation, c'est à quel moment toi, en tant que gentil, tu vas te responsabiliser pour pouvoir cadrer et te modéliser ou modéliser une situation pour te dire, oulala, là je rejoue un pattern, là je rejoue une situation qui m'est déjà arrivée dans le passé et qui fait que si je continue, je vais m'en mordre les doigts à un moment donné, en fait. Et ça peut être dans tout, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation à un client, partenaire, fournisseur, euh, tout, tout type de relation, c'est comme ça, quoi. Et comment tu fais, du coup, pour mettre ce cadrage, toi, quand tu sens justement que ça va déborder? C'est quoi tes meilleurs conseils là-dessus, sur, le cadrage? Le cadrage, en fait, c'est, bah, on peut aller chercher un peu là encore un peu la partie technique, tu vois, je fais le lien avec la PNL, mais on appelle ça le top de sortie, en fait. Tu vois, c'est à quel moment, en fait, toi, tu vas pouvoir obtenir et atteindre ton objectif dans ce que tu veux, dans la relation, par exemple, ou dans l'acquisition d'un client, ou dans la signature d'un partenariat, mais de quoi tu as vraiment besoin pour te satisfaire en termes d'émotions kinesthésiques internes, en termes de ressenti intérieur, si tu veux. Euh, et tout ça, bah, l'idée, c'est de te poser toi-même le cadre et de communiquer en fait. Et s'il y a des choses qui sont pas ok, ben pour toi, hein, la plupart du temps c'est tenu par une émotion, par quelque chose qui va venir, tu vois, typiquement à la poitrine, hein, une petite boule au ventre, dans la gorge, ce genre de choses. Et en fait, c'est à partir du moment où tu ressens ça, tu ouais, tu ressens physiquement, hein, c'est, tu vois, une rougeur, des mains moites, une petite transpiration. À partir du moment où tu ressens ce petit truc-là, c'est ton corps qui te parle, et du coup, c'est une alerte qui doit être faite que là, ce que tu vis, c'est pas ok en fait, et c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soit en gros, tu te tais, tu dis rien, tu la fermes, et puis tu fais l'autruche. Soit tu fuis, du coup, bah, tu coupes la communication, donc bah, je suis plus ton copain, je te quitte, on va mettre fin au partenariat avec le partenaire, ou je vais devoir arrêter la prestation avec un client, ou alors, et là c'est la solution la plus sage, tu cherches à mettre des mots sur ce que tu vas ressentir, euh, et tu l'exprimes, et tu fais ce qu'on appelle un feedback, et du coup ce feedback là, ben, il va te permettre d'exprimer ce que tu ressens. Et en fait, le cadrage, il va se faire naturellement avec l'autre à partir du moment où l'autre a une posture aussi ouverte et qui est prêt à entendre et à accepter ce que tu dis. Mais clairement, c'est de communiquer. Le seul garde-fou que j'ai, c'est je suis à l'écoute de mes émotions. Ok, alors non, même avant, je définis mon objectif, ce que je veux de manière précise, quels vont être les moyens pour obtenir et atteindre cet objectif-là, jusqu'où moi je vais me responsabiliser enfin, dans l'atteinte de cet objectif-là. Et puis, au vu de tous ces critères-là, si à un moment donné ça sort du cadre et ça déborde, et le signe c'est émotion négative, émotion limitante, et ben je le verbalise, je le dis. Et là, à ce moment-là, je tranche en vue de la réponse que j'ai en face. Et bah, t'es mon copain, t'es plus mon copain, on se quitte pas, on reste ensemble, on fait un bout de chemin. C'est un peu comme ça, quoi.
Mais je trouve que ça coûte, enfin, en tout cas, pour avoir échangé avec, plusieurs, gentils, je pense que toi aussi tu l'as vécu. C'est quelque chose qu'on fait pas naturellement. Enfin, moi, je sais que je suis pas hyper bonne, communicante, notamment sur mes émotions et tout ça et la plupart des gens avec qui j'échange, c'est compliqué, je trouve. Bah, comme tu disais, on nous apprend pas à l'école à communiquer sur comment on se ressent, comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent à l'instant T et du coup, c'est mal perçu de l'autre côté parce que comme les gens ont pas l'habitude qu'on le quand on le fait, les gens comprennent pas, tu vois? Il y a un côté un peu, «Beh, c'est pas normal que tu me dises que tu vas pas bien». Tu sais, genre le «ça va» et que la personne dise: «Non, je vais pas bien». Genre, c'est toujours le truc de personne ne dit ça et du coup, comment toi, ça a été quoi ton déclic pour te dire, «OK, bah, là, c'est allé trop loin dans certaines relations», dans cer de professionnelles ou personnelles? Comment tu as réussi à passer à l'étape 3, tu vois, de dire: «Bon, bah, OK, maintenant, faut que je communique». Enfin, tu vois, c'est comment tu as fait toi, de ton côté? Bah, je me suis déjà l'expérience de vie, enfin clairement, hein. Première chose, c'est à un moment donné, t'es gentil, tu donnes beaucoup, t'es un peu le dindon de la farce. Bon, c'est cool, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, quand tu commences à comprendre que tu vis, t'évolues et tu grandis, tu progresses, et ton expérience augmente, mais que tu te rends compte que tu as toujours les mêmes trucs qui reviennent, à un moment donné, c'est de la prise de conscience déjà de la situation dans laquelle tu es. Ça, c'est le premier déclencheur. Le deuxième, je dirais, enfin, franchement, c'est la formation. Le fait de me former, de travailler sur moi, de me remettre en question, de comprendre mon fonctionnement, d'être capable de comprendre aussi le fonctionnement des autres, parce qu'on a tous des individualités qui sont différentes, enfin des personnalités différentes, des visions du monde qui sont différentes, euh, tu vois, des valeurs, des croyances qui sont différentes. Et c'est compte tenu de ça, en fait, comment je fais pour respecter l'intégrité et comprendre la réalité du monde de l'autre, mais tout en préservant la mienne et ce qui est important pour moi aussi, en fait. Et je te dis, c'est vraiment, ouais, mes techniques, c'est de me comprendre, en fait. Comprendre mon fonctionnement, comprendre celui des autres, de me former là-dessus et de m'exercer au quotidien. Franchement, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et c'est même avec mon fils hein, de 3 ans, tu vois, on a passé encore une matinée ensemble. Là, ça a été bibliothèque, on est allé à Bricomarché, on a fini au McDo. Bon, ok, peut-être pas forcément très quali, mais bah, des fois, ça fait quand même plaisir, un petit domac avec son fiston. Euh, et tu vois, c'est tout le temps en fait. Il essaye de grappiller, sauf que là, bah, à un moment donné, c'est pas ok pour moi parce qu'on doit faire les courses, parce que j'ai un rendez-vous à 14 heures pour venir enregistrer un podcast. Donc en fait, je peux pas passer 3 heures chez Brico au marché en fait, mon fils. Donc ouais, j'ai envie de te faire plaisir, je suis gentil, mais à un moment donné, je suis obligé de cadrer en fait, parce que il y a des choses sur lesquelles je suis pas ok, et c'est de l'exprimer. C'est de l'exprimer, et je pense que c'est un délire, mais même à des enfants de 3 ans, quand tu exprimes ce que tu ressens, ils le comprennent, quoi. Euh, Ils le comprennent. Tu vois, sur l'endormissement, par exemple, hein, on fait pro perso, hein, on balance tout là. Vas-y, vas-y, balance tout ce qu'il y a. Vas-y. J'y vais un peu en mode ce qui me vient, mais tu vois, mon fils a énormément de mal à s'endormir. Et en fait, à un moment donné, quand c'est trop, je lui verbalise. Je lui dis, écoute, là, papa, là, il est fortement agacé. On commence même à rentrer dans l'énervement. Et là, je ressens presque de la colère. Tu vois, c'est de la colère. Papa, il est en colère. Donc, je lui mime la colère. C'est les mains sur les hanches. Je fronce les sourcils. Je commence à être tout rouge. Et papa, son cœur, il bat fort. Et papa, il commence à crier. Papa, il est en colère. Tu vois. Et moi, je veux pas ça. Parce que quand je suis en colère, bah, du coup, après, Isaiah, bah, il va être triste. Et Isaiah, quand il est triste, bah, derrière, papa aussi, il est triste. Parce que c'est pas ce que je veux, en fait. Parce que papa, c'est un gentil, hein, je te rappelle. Et en fait, de lui dire ça, lui-même me verbalise ses émotions et ce qu'il ressent. Papa, il va être en colère. Ah non, moi, je veux pas. Après, Isaiah, il pleure après. Et en fait, il comprend. Il comprend à quel point, là, on arrive dans une phase de rupture. Et donc, bah, que c'est plus possible d'avoir un comportement comme ça, en fait. Donc, si mon fils de 3 ans comprend, ton client qui est un adulte devra comprendre, ton partenaire, ton petit copain, ton mari, tes potes doivent être aussi en mesure de comprendre. Et s'ils ne comprennent pas ou ils ne veulent pas comprendre, ben à un moment donné, c'est aussi leur responsabilité d'agir différemment pour que la relation soit saine, quoi.
Ouais, ouais, beh, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, moi je fais beaucoup de moi-je, hein, dans ce podcast, tu verras. Mais grave, c'est trop Hem, bien. T'as raison. moi par rapport à mon expérience, tu vois, moi j'ai plus la technique de l'autruche parce qu'en fait j'ai peur de vexer, j'ai peur de blesser et du coup j'ai l'impression que si j'ose exprimer que, tel truc c'est pas OK, telle phrase ça m'a blessé, tout ça, en fait je préfère me taire pour pas mettre, l'autre en peine, tu vois? Et plus j'avance et plus je me dis qu'en fait c'est moi que je mets en peine parce que j'enferme tout comme une cocotte minute et du coup, ça fonctionne pas parce que tu vois, on est trop, dans une case de: «Moi, je suis gentil, donc faut pas que je parle». En gros, moi, tu vois, c'est un peu ça mon schéma, mental. C'est comme je suis gentil, il faut que je dise oui à tout et que je sois un peu la bonne patte qui est toujours d'accord, qui est toujours partante. Mais en fait, ça ne marche pas. Toute une vie, ça ne peut pas marcher et ça n'enlève en rien le fait qu'on soit gentil pour autant. Mais c'est un vrai travail, je trouve, d'associer, gentillesse, oser le dire, oser dire non, oser s'exprimer. Enfin, tu vois, il y a plein de ça me fait penser à plein de choses que ce que tu expliques. Ah, c'est trop intéressant ce que tu me dis. Du coup, j'ai envie de te, tu vois, le tri sur l'autre, j'ai envie de te poser Ouais. plein de questions. Non, Mais quel c'est est, ton moment, c'est ton moi-je. mais tu vois, comment on peut parler de gestion de conflit au final? Tu vois, j'interviens aussi en entreprise sur, euh, sur de la gestion de conflits en interne, en interservice, sur du management transversal aussi, tu vois. Et ça, c'est des questions qui me reviennent énormément. C'est pour pas nuire à la relation, bah, je préfère rien dire et faire l'autruche parce que j'ose pas dire véritablement ce qu'il y a, ou ce qui se passe, ou ce qui est en train de se jouer dans l'échange en fait. Et c'est là où fondamentalement, bah, tu vois, ma posture dans ces cas-là, c'est pas de sermonner en disant bah si tu devrais, il faut oser, il faut. Bah non, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller en fait. Et il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller, on appelle ça en PNL la fonction positive, c'est que ce qui t'empêche d'y aller, euh, le fait de te maintenir toi dans cette situation, c'est paradoxal, mais ça vient chercher quelque chose de bon pour toi en fait, cette situation. Et l'idée c'est de trouver qu'est-ce que ça vient chercher de bon pour toi. La plupart du temps c'est tenu par une valeur, c'est tenu par une émotion. Et tu vois, là-dedans, tu me l'as dit, c'est pour maintenir la relation, une relation saine avec l'autre. Et en quoi c'est important pour toi de maintenir une relation saine avec l'autre? Si je te posais la question, j'enduis de ouf là, mais tu vois, ça peut être bah, parce que est-ce qu'on met ça derrière sur de l'amour, bah, pour continuer à être aimé par l'autre, ou pour continuer à faire en sorte que bah, je puisse maintenir ma posture d'altruiste, parce que il y a plein de raisons possibles, chacun a la sienne. Mais et en fait, pourtant, on se rend compte qu'au final, les stratégies qu'on emploie bah, ne viennent pas forcément satisfaire ce côté gentil quand on le fait en fait. Parce que quelqu'un qui est véritablement gentil, véritablement, il dit les choses. Tu vois, il dit les choses. Et un gentil, c'est pas, enfin tout du moins, je commence enfin depuis quelques temps, tu vois, je change un peu mon spectre sur la gentillesse, mais c'est quelqu'un de gentil, il dit les choses, il verbalise les choses, justement, par amour pour l'autre. Donc, si tu aimes fondamentalement l'autre, et en tant que gentil, tu te dois lui faire un feedback constructif qui va lui permettre et qui va te permettre de faire en sorte que la relation soit saine. Donc cette peur du conflit, elle est justifiée, elle est compréhensible à partir du moment où tu n'as pas forcément les outils, tu n'as pas forcément la méthodologie pour faire un feedback constructif, pour apporter un changement, pour accompagner ce changement, pour voilà, plein d'autres raisons. Paradoxalement, si tu es gentil, ça peut être intéressant d'aller au conflit. Ouais, ouais, je suis et toi, comment tu le gères, du coup, le conflit? C'est quelque chose de toute ta vie, ça a été normal? Enfin, voilà, comment tu gères, toi, le conflit dans ton quotidien et pendant ton enfance, ton adolescence? Enfin, moi, je sais que ça a beaucoup évolué, cette gestion du conflit, toute ma vie. Ouais, mais grave, j'ai envie de savoir comment ça a évolué pour toi aussi. Tu vois, Non, le tri c'est sur ton l'autre. moment. Merci de recadrer. Ça me coûte de faire ça parce que, tu vois, moi, je suis trop gentille, mais c'est ton moment, donc c'est à toi de t'exprimer. Merci. Comment j'ai géré ce conflit au quotidien? Bah, en fait, ça a été très compliqué durant toutes mes années. Étant gamin, tu vois, euh, j'ai été considéré comme un gamin à problème, tu vois. Tu sais, ce jeune turbulent au fond de la classe
et qui fait le con un peu qui fait rire la classe au final pour euh, pour attirer un peu de sympathie, un peu d'amour par ses prochains. Paradoxalement, j'étais le turbulent que tout le monde kiffait, tu vois, j'étais quand même le chouchou des profs. Ah mais putain, t'es chiant quand même, hein, parce que t'as vraiment des facilités, tes machins, tes trucs, ouais, ouais, tu vois, j'ai tout eu, presque sans effort dans ma scolarité. J'ai un master en STAPS, tu vois, euh, ça l'a fait, tu vois, ça l'a fait, mais toujours un peu ce côté, tu vois, aller chercher le truc. Mais le conflit, au final, ça a toujours été, en fait, il y a eu des grosses phases où conflit, bah, je sais pas le gérer en fait. Ça pète. Et je suis pas un surhomme, donc hein, c'est encore d'actualité. Enfin, je fais des gros bisous à ma femme que j'aime tendrement, avec qui les conflits peuvent être plus ou moins intenses, mais tenus par de l'amour. Donc t'es très exigeant quand t'aimes quelqu'un, plus exigeant que quelqu'un qui passe dans la rue, parce que quelque part tu t'en fous un peu si tu veux. Mais euh, mais ouais, ouais, ce conflit en fait. Bah, je dirais, je le gère comme je peux, avec les connaissances techniques maintenant que j'ai, j'arrive à prendre du recul. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, j'arrive plus facilement à comprendre et, à, et à me mettre dans une posture empathique pour comprendre ce que l'autre vit. Euh, tu vois, ça me fait penser, là encore en PNL, Jean-Michel Technique, tu vois. Mais, euh, mais on en parle, du coup je fais les liens, mais on appelle ça les positions de perception, tu vois. Première position, c'est toi, dans ton monde à toi, dans ton univers, avec tes croyances, ta vision du monde, ta culture, ton expérience. On va avoir la deuxième position où là, tu vas faire l'effort d'aller te mettre dans les chaussures de l'autre, avec ce qu'il vit, comment il le vit, avec ses croyances, avec tout ça. Et puis ensuite, tu as la troisième position qui est la position méta, où en fait, si toi, dans un échange, tu arrives à avoir ces trois positions-là, la position méta, c'est que tu prends du recul et tu observes de manière neutre la situation. Toi, ton comportement, tes agissements, ta posture, verbale, non verbale, paraverbale, tout ce que tu vas faire concrètement, et tu arrives à comprendre également et à observer l'autre. En fait, pour moi, tu es un maître de la gestion de conflits si tu arrives à jongler entre première, deuxième position méta et à réussir à, si tu veux, comprendre chacune des postures et à te Bah, remettre en surtout dans question. le moment. Surtout dans le moment d'un conflit. En général, c'est un peu de colère, c'est beaucoup de spontanéité et tout. Et donc, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais de là à dézoomer et à se mettre à la place de l'autre, à ta place, et enfin, tu vois, je trouve ça, franchement, enfin, si les gens arrivent à le faire, chapeau, quoi. J'appelle ça niveau Jedi, tu vois, quand je forme sur Ouais, ça. j'avoue. Niveau Jedi, c'est exactement ça. Il y a des petites méthodes, tu vois, qui existent. Tu vois, on en a une qui s'appelle la sphère, où au final, c'est quand tu ressens quelque chose, tu fais un gros silence. Tu marques un silence pour accueillir ce qui va t'être dit. Parce qu'au final, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi dans la colère, enfin dans le conflit, c'est quand tu as un conflit, l'autre va cracher un peu son venin. Et ce qui est génial, c'est que si tu fais l'effort d'aller te mettre en deuxième position, en fait, c'est un... Pour les auditeurs, auditrices, on a une petite coupure comme d'habitude, mais vous commencez aussi à avoir l'habitude. Du coup, on va relancer tranquillement la discussion. Oui, du coup, tu parlais de la sphère en termes de gestion de conflit, c'était ça? Ouais, ouais, exactement. Ben, du coup, tout le monde. C'est clairement ça, en fait. C'est la sphère, au final, un conflit, c'est expliqué par quoi? C'est expliqué à un moment donné par une accumulation d'émotions, si tu veux, envers quelqu'un ou contre une situation ou ce genre de choses. Et à un moment donné, en fait, cette accumulation émotionnelle bah, explose et pète, en fait, quoi. Donc quand tu as quelqu'un qui t'exprime au final cette émotion-là de manière intense face à toi, donc boum, on rentre dans le conflit. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si tu arrives à te mettre dans cette deuxième position, tu sais, dont on parlait tout à l'heure, dans les positions de perception, donc dans les pompes de l'autre, dans le modèle du monde de l'autre, bah en fait, c'est un putain de cadeau qu'il te fait de s'énerver contre toi. Parce que il vient te faire un feedback. Alors, peut-être émotionnellement, c'est pas forcément un peu chargé, mais en fait, il vient de faire un putain de cadeau parce qu'il vient te livrer ce qu'il ressent au fond de lui, en fait. Et il t'exprime ce qui va pas. Donc au final, toi, il y a deux possibilités. Soit en gros, tu te dis, eh ben moi aussi, je suis pas content et je vais gueuler plus fort.
soit en fait, tu arrives à prendre la distance, boum, position méta, la troisième position du ok, donc si j'ai bien compris, lui il est en train de vivre ça, ok, toi tu vis quoi? Ok, c'est compliqué pour toi, boum, je me remets en première position, donc moi-même en tant qu'individu, et puis là je vais pouvoir, avec la sphère, donc marquer un temps de silence, et en fait, yes, merci. Alors, autant tu le communiques très très mal, ton mal-être, et ok, mais par contre, silence, j'accueille ton moment de mécontentement, en fait. Derrière, on appelle un accusé de réception. Au final, je vais accuser, j'entends ce que tu vas me dire, et je peux le comprendre, parce que j'ai fait l'effort d'aller en deuxième position, donc je peux comprendre que tu sois fondamentalement pas content, parce que dans ton modèle du monde, dans ce que tu vis, dans ta réalité, bah, tout n'est pas ok, en fait. Tout n'est pas ok, donc je peux le comprendre. Là, ensuite, dans l'accusé de réception, tu exprimes tes émotions, mais tu vois, la manière dont tu vas me communiquer la chose, euh, honnêtement, tu me fais peur, ou ça me met dans une posture où je suis pas forcément à l'aise, euh, et, euh, et du coup, ouais, je ressens, et ça commence aussi à, je suis un peu agacé de la manière dont tu me le dis, euh, et merci. Et là, tu remercies. Et c'est en général la phase la plus dure dans l'accusé de réception, tu vois, sur les 4 phases. J'entends, je comprends, je t'exprime mes émotions et je remercie la partie d'en face. Merci parce qu'au final, merci de me le communiquer en fait. Merci de me le dire. Merci de verbaliser. Merci d'avoir ce comportement-là parce que je me rends compte que ce que tu vis, c'est compliqué. Et là, la clé ultime de la sphère, c'est la question ouverte. Et quelles seraient, selon toi, les meilleures solutions pour qu'on atténue un peu les choses? En fait, une question ouverte, ça vient à ce moment-là faire un peu un reset du cerveau, tu vois, de la personne en face, et clic, il se dit ah putain, il me met en réflexion là, du coup, avec sa question ouverte, du coup, parce que là, moi, j'avais pas prévu de réfléchir, j'avais prévu de m'énerver en fait, et donc de cracher du venin. Et au final, au vu de cette question-là, bah, peut-être que je vais apporter une solution. Et du coup, il va te dire quelque chose de différent. Ouais, mais tu fais chier, de toute façon, tu ranges jamais tes chaussettes. Et c'est tout le temps à moi de les ramasser. Silence. J'entends, je comprends ce que tu me dis. Et tu vois, quand tu me le dis comme ça, bah, au final, à la fois, bah, ça me fait rire, mais à la fois, bah, je suis vraiment dans l'empathie et je comprends que ça te saoule, tu vois, de ramasser mes chaussettes. Merci de me le dire. Euh, alors, qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse concrètement? Bah, que quand tu enlèves tes chaussettes le soir là du canapé, bah, tu les prennes et tu les mettes dans le bac à linge sale. J'accueille, silence, je respire un coup. C'est aussi pour moi l'occasion de stabiliser mon émotion intérieure. Bah, j'entends et je comprends ce que tu me dis, mon amour. Euh, et tu vois, quand tu me dis ça, bah, ça me rassure parce que je me rends compte que j'ai pas besoin de faire beaucoup de choses. Euh, et merci de me donner la solution. Euh, donc c'est ce que je ferai. Je mettrai directement mes chaussettes dans le bac à linge sale maintenant. Je te- Et après, faut pas oublier. Et là, c'est le drame si tu oublies parce que tu t'es engagé, tu as fait réfléchir l'autre, tu as remis en question. Donc voilà. Mais on parle de chaussettes, mais on peut parler de tellement d'autres choses qui sont plus complexes, qui sont beaucoup plus complexes et qui ont plus d'enjeux. Mais c'est un peu ça l'idée de la sphère en tout cas. Ouais, ouais, je vois. Bah, écoute, c'est hyper clair et je pense que ça va beaucoup aider, les auditeurs et les auditrices qui écoutent parce que je pense qu'on a tous un peu de mal à gérer le conflit et on nous a pas trop armés pour. Tu vois, quand on est enfant, quand on est, ado, adulte, personne nous dit, comment vraiment gérer un conflit donc je pense que c'est hyper important de l'expliquer et justement, tu parlais de ton adolescence, ton enfance, que tu étais un petit peu le petit pitre, de la classe. Comment on grandit quand on est un garçon, qu'on devient un homme et qu'on a la casquette de gentil? Tu vois, comment tu est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça a toujours été OK pour toi d'avoir cette casquette-là ou un jour est-ce que tu l'as laissée un peu de côté? Comment on grandit? Waouh, la question, elle est pas vite répondue, hein, comme dirait l'autre. Euh, comment on grandit? Bah, comme on peut, je dirais. Et ça va, dans ce que j'ai pu vivre, j'ai quand même eu pas mal de chance, si tu veux. Donc je suis tombé sur des belles personnes quand même. J'ai été quand même vraiment bien entouré. Donc c'est cool. Comment on grandit? Bah, on se forge en fait. Hein. Tu vois, j'ai dû vite grandir, très vite grandir, et j'ai dû vite apprendre les choses par moi-même. Tu vois, majorité anticipée de mon côté à 18 ans, j'ai fait pas mal de petits
petits trucs comme ça. Très rapidement, je suis allé sur le marché du travail. Très rapidement, j'ai compris un peu comment fonctionnait le monde, je dirais. Et que c'est pas tout beau tout rose en fait. Donc en fait, tu vois, quand tu comprends ça et que tu te prends des grandes baffes comme ça dans la tronche, tu comprends vite que bah, ta place, en fait, c'est à toi de la créer et rien ne te sera dû. Donc, être gentil, pour moi, ça a été une solution et tu vois, ça s'est porté à moi comme une évidence pour me faciliter l'accès à différentes choses. Euh, euh, Vraiment à tout niveau, hein. Ça peut être l'accès à un job, ça peut être l'accès à telle ou telle personne, ça peut être le fait d'être accepté aussi. Tu vois, je crois que j'ai compté dernièrement, j'ai déménagé, je crois, 24 fois dans ma vie, tu vois, avec enfin bref, ma situation. Et en fait, être le petit nouveau de l'école, tu vois, je l'ai été un paquet de fois, en fait, je compte plus. Et donc, en fait, c'est trop bien parce que c'était un peu de la B-testing, tu vois. Ok, cette année, je vais essayer de la jouer comme ça. L'année prochaine, bon, je vais essayer de la jouer comme ça. Et, euh, et du coup, tu testes, tu vois les feedbacks, tu vois les comportements des gens et tu corriges, t'améliores, tu modifies ta posture et tu comprends des choses. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai grandi, en fait. Franchement, ouais, c'est du test and learn. Test, test, tu vois ce qui se passe en face et ok, là c'est pas bon en fait, améliore ta posture. Donc en fait, j'ai eu l'impression d'avoir plein de vie et en fait, c'est ce qui m'a permis de pouvoir un peu tu vois, comme le vin un peu, je dirais, me bonifier. Et j'ai que 33 ans, donc il me reste peut-être le triple encore à vivre, j'espère en tout cas. Donc c'est que de ça en fait, hein, clairement. Tu finis jamais d'apprendre sur toi, sur ton fonctionnement. Donc comment j'ai appris à grandir? Ouais, test and learn en fait. Ouais, trop Test and bien. learn. Mais c'est trop chouette de t'entendre dire ça parce que moi, tu vois, le postulat de base de construire le podcast, c'est justement, j'arrivais dans ce monde d'entrepreneurs un peu requin, on va pas se mentir, j'avais l'impression que les gens devaient se marcher dessus pour réussir. Et du coup, là, c'est trop chouette comme en fait, t'as trouvé la gentillesse comme une solution. Et du coup, je trouve que enfin, tu vois, c'est un bon levier aussi de plein de choses. Et en fait, moi, dans mon postulat de base, il y avait plein de gens qui me disaient si t'es gentil, t'es faible. Tu vois, il y a vraiment le côté gentillesse et faiblesse qui résonne dans plein. En gros, tu laisses une faille parce que tu montres trop tes émotions. T'es trop. Moi, je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Enfin, je disais que j'étais mauvaise communicante, mais tu vois, je suis quelqu'un qui. Je m'extasie sur tout. Je suis toujours contente. On me propose un truc, je suis partante. Enfin, tu vois, j'ai vraiment pas de retenue. Par contre, au niveau de mon expression de ma joie, et tout le monde me disait un jour, tu vas te faire avoir. Faut être plus modéré, paraître un peu busy, faire semblant d'eux. Et moi, je sais pas faire. Tu vois, je suis pas bonne là-dedans. Et du coup, je trouve que c'est un beau discours que toi, tu as de dire que tout au long de ton parcours, la gentillesse, elle t'a servi. Et c'est pas, t'as pas été gentil par intérêt, tu vois. C'est juste que tu as vu ça comme ta gentillesse à toi, tu l'as utilisée en te disant, bah, c'est une belle, en fait, c'est une clé que j'ai pour ouvrir toutes les portes. Parce que quelqu'un de gentil, tu lui ouvres plus facilement les portes que quelqu'un qui est un peu, bah, qui a un mauvais fond. C'est méchant de dire ça, mais qui a des mauvaises intentions en tout cas. Je pense que nous, on a cette naïveté-là de dire que les gens, ils nous acceptent plus facilement. Je sais pas toi comment tu le vois tout ça. Ouais, mais grave. Mais tu vois, on parlait du monde un peu de requin et je serais curieux de savoir toutes les personnes que tu as interviewées et qui se considèrent comme étant gentilles, enfin qui se caractérisent comme étant gentilles. Est-ce que elles ont un peu cette même image de l'entrepreneuriat, de l'acquisition client, de la vente? Euh, et en fait, je commence à le déconstruire ça un peu parce que pour moi, la vente, ouais, c'était ça. À la base, je me destinais tu vois, comment dire, à un, merde, je bug, à une, Une carrière. une carrière, c'est le mot. Merci beaucoup. Je Un t'en point pour prie, toujours là Gryffondor. pour t'aider. Merci Léa. Une carrière, micro moment de vide là. À une carrière dans la vente, tu vois, enfin, j'ai été vendeur dans des magasins et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que la manière dont on m'avait appris le métier et la manière dont on me transférait un peu cette mission du vendeur, du sales, tu vois, ça m'allait pas du tout en fait. Et là, du coup, dans mon business, je l'apporte tellement différemment en fait cette notion d'acquisition client. C'est franchement mon leitmotiv, c'est donne et tu recevras quoi. Et
Et tu vois, je commence à prendre du kiff et du plaisir en fait à vendre. Vraiment. Enfin, même pas à vendre, mais à me faire acheter, je dirais. Tu vois, la notion, c'est pas la même. Mais du coup, je préfère dire, ouais, je me fais acheter plutôt que je vends en fait. Et c'est cool parce que ben, du coup, tous les clients avec qui je bosse ont pleinement confiance. Le relationnel, il est ouf. Et ce que j'aime à dire, tu vois, chaque client avec qui je bosse, bah ouais, je peux passer une soirée à boire des bières avec lui et ça le fait sans problème quoi. C'est un peu mon objectif. Donc Mais c'est une belle preuve qu'on n'a pas besoin de manipuler pour vendre. Parce que tu vois, il y a un des dérives du marketing qui, tu sais, on t'apprend à comment trouver les meilleurs slogans pour accrocher le. Mais et on a l'impression qu'on est un peu vendeur de tapis. Et moi, j'ai vraiment du mal dans cette posture-là. Moi, je dis toujours à mes clients, moi, je suis social media manager et donc je leur explique que, OK, on va bosser ensemble, je vais vous faire une stratégie, je vais y mettre tout mon cœur. Mais par contre, les réseaux sociaux, c'est une nébuleuse que moi, je peux pas vous promettre dans 6 mois d'avoir 10 000 abonnés. Et s'il y a un CM qui vous promet dans 6 mois d'avoir 10 000 abonnés, ils vous manipulent. Et moi, ça me dérange cette posture-là de vendre mondes et merveilles aux gens alors qu'ils s'y connaissent pas. Et du coup, c'est hyper rassurant de voir que on est plusieurs, tu vois, dans le même bateau à se dire, franchement, les clients, c'est des gens comme nous. Même quand tu es dans le salariat, tu vois, de pas toujours se survendre, de pas toujours faire croire que. Et en fait, assumer. Moi, il y a des clients qui viennent vers moi qui me disent, est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que machin? Je dis non, je ne sais pas faire, mais par contre, je suis hyper OK d'apprendre, hyper OK de me renseigner sur le truc et tout. Et au début, j'avais vraiment du mal. J'ai certains de mes anciens clients, quand je leur disais que je ne savais pas faire, ils disaient ouh bah c'est pas très rassurant ça Léa. Et je suis en mode bah si en fait justement, je te dis que je ne sais pas faire donc c'est que je suis hyper honnête, tu vois. Et ceux qui se survendent et qui se même dans ouais comme dans le salariat, je trouve que ça se fait aussi beaucoup de faire croire que et en fait c'est hyper fatigant. Moi tout mon salariat, j'ai fait semblant d'être une autre personne et punaise, j'ai fait que 4 ans et après 4 ans mais je savais même plus qui j'étais, tu vois. Je m'étais épuisée à faire semblant de rentrer dans des cases, en fait, j'étais toujours dans la projection de ce que les autres attendaient de moi, tu vois. Et en fait, non, c'est hyper fatigant. Mais d'un côté, je trouve qu'on a été formaté comme ça, notamment à l'école, notamment dans les études, moi, de com et tout ça. On m'a toujours appris à la satisfaction client et sans apprendre à le connaître et à nouer une vraie relation de relation. confiance, tu vois. C'est Ouais. ça qui est fou. Mais c'est trop, putain, c'est trop bien ce que tu dis. Je trouve que ça a un vrai impact, je pense, dans notre société maintenant. Et de plus en plus, tu vois, le freelancing ces dernières années explose. Énormément de personnes se mettent à leur compte parce que soit les valeurs d'une entreprise ne correspondent pas, l'univers du salariat, ils perdent leur identité en fait en tant qu'individu. Euh, et du coup, ils s'y remettent, enfin, ils retrouvent quelque part. Alors, c'est un chemin, tu vois. J'accompagne des solopreneurs sur ce chemin-là, justement, ok, avant j'étais salarié, donc j'étais rattaché à une boîte, donc il y avait une vision, et j'étais, je sais pas moi, j'étais commercial, j'étais community manager dans cette boîte-là. Là, je me lance à mon compte. Alors, du coup, je suis un peu perdu sur cette identité, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour mes clients? Donc, tu vois, j'accompagne un peu à ça. Le truc, c'est que c'est peut-être un chemin, mais une fois que tu l'as, putain, ton bien-être, il y est, quoi. Tu te sens bien. Et tu vois, j'ai choisi mes baselines là-dessus, c'est harmoniser sens, bien-être et performance. Chez Skylab, c'est un peu ce qui m'anime. Mais dans un premier temps, la performance, c'est pas maintenant, quoi. D'abord, on va chercher le sens, d'abord, on va chercher le bien-être. Et puis, naturellement, en fait, la perf, elle viendra parce que tu as tout, tu as le sens et ton bien-être qui sont satisfaits. Donc la conséquence, c'est la performance, tu vois. Ah ouais, c'est Donc, hyper intéressant. Et du coup, j'ai une question aussi qui me vient par rapport à... Donc toi, tu te définis en tant que coach, c'est ça? C'est ouais, enfin, ton titre. Qu'est-ce que ça véhicule pour toi, ce titre-là de coach? Parce que, bah, enfin, voilà, je vais te laisser t'exprimer là-dessus et après, ouais, je te dirai ce que j'en pense. grave. C'est intéressant parce que justement, c'est un gros job encore pour être honnête et transparent de mon côté sur comment je nomme mon identité. Qui suis-je en fait concrètement? Et quand tu vois, je me considère pas comme coach, je me considère pas comme formateur, je me considère pas comme facilitateur, je me considère comme un hybride un peu de tout ça. Euh, parce que en fait, parce que moi je crois plus justement au coaching, parce que je crois plus en la formation. Tu vois, le coaching, tu vas faire 10, 12 séances, super, tu as un bel échange, et puis après, en fait,
super, on t'a mis en exergue que tu avais des problématiques, on a défini un objectif, merci beaucoup, au revoir, ça fait 1000, 2000, 3000 balles, tout dépend de peut-être 10 si t'as une star en coach, en tant que coach, mais peut-être même plus d'ailleurs. Et puis ciao, bonsoir quoi. La formation c'est pareil, tu viens faire 2 jours de communication non violente ou de la gestion au conflit, et puis tu repars en entreprise. Sauf que qui en 2 jours peut transformer un fonctionnement, le fonctionnement d'un manager toxique par exemple, ou un réel conflit sous-jacent qui dure depuis des années euh, entre un manager et ses équipes. C'est pas en 2 jours concrètement qu'on va faire évoluer et changer les comportements. Peut-être éveiller une conscience, semer une graine, mais la transformation réelle, c'est pas le coaching ni la formation qui va l'amener et pas encore l'entraînement. Donc au final, ma croyance, c'est un peu cette fusion des trois. Si tu veux, c'est un accompagnement un peu hybride où on va comprendre via des modules un peu de coaching, du questionnement en fait. Je m'intéresse vraiment à toi, à comprendre comment tu te projettes dans cette réalité du monde et en fait, euh, qu'est-ce qui te bloque et pourquoi ça bloque. Une fois qu'on a mis ça en exergue, du coup, on va venir mettre des modules un peu théoriques là-dessus. Tu vois, à chaque fois, tu vois, je fais le lien. J'aime bien faire ça avec. Tu me parles de quelque chose, je fais le lien avec un outil un peu technique pour mettre des mots en fait sur une situation. Et puis derrière, on va venir s'entraîner, on va venir atteindre aussi cette performance. Donc je te disais, c'est la conséquence. La conséquence, bon, faut un peu la bosser hein, quand même. Je veux dire, t'es pas champion du monde juste en regardant la télé ou en écoutant des podcasts, tu vois. Mais on vient s'entraîner et on vient challenger un peu tout ce qu'on aura mis ensemble. Donc voilà un peu comme enfin moi je crois plus au coach, voilà. Pour revenir sur ta question de base, mais c'est plus, non, enfin, c'est ma croyance, hein. C'est Ouais, comme non, ça que mais je conçois le truc, mais c'est hyper intéressant parce que comme tu évolues dans ce milieu-là, tu vois, ça m'intéresse toujours d'avoir, parce que pour le coup, moi, je me fais démarcher par énormément de coachs. Par exemple, sur LinkedIn, tout le monde veut me vendre son dernier coaching, sa dernière formation. Et en fait, sans même me connaître, sans même connaître mes besoins, mes blocages, mes frustrations. Enfin, et du coup, je me dis, ils vendent un peu dans le vent. Et donc, en fait, je trouve que c'est un terme galvaudé parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui s'auto-proclament coach. Enfin, et du coup, on sait plus, nous, en tant que clients, où donner de la tête. Et en plus, moi, j'ai le point de vue, tu vois, d'une de mes meilleures amies qui est neuropsy et qui me dit tout le temps que c'est hyper dangereux, en fait, que c'est des gens qui n'ont pas forcément d'études, qui ne savent pas forcément, qui peuvent manipuler quelqu'un au point de, enfin, tu vois, de vraiment changer sa vie, quoi. Et du coup, elle dit que c'est des dérives où vraiment faut faire attention. Et elle, pour le coup, elle a un master en psychologie. Enfin, tu vois, vraiment, elle a un master en neuropsy et tout. Et du coup, voilà, je suis toujours hyper intéressée de voir toi ton point de vue et on voit que toi, tu as fait un vrai cheminement, il y a un vrai parcours, il y a un vrai truc derrière. Mais comment justement, tu pallies au fait qu'il y a un peu une mauvaise pub autour de toutes ces nouvelles pratiques-là, quoi, tu vois. C'est ça qui est compliqué, je trouve. c'est un super questionnement, tu vois. Enfin, c'est une super question ce que tu me dis, ce que tu me donnes là. Euh, Tu vois, dans mes débuts, ça fait pas 30 ans non plus que je suis Oui. lancé, tu vois. Mais je dirais, il y a quelques temps, j'ai des amis psychologues, tu vois, psychologues, sexologues, et en fait, je leur ai posé clairement la question, en fait, quelle est pour vous l'image du coach? En gros, à quoi sert, comment vous le représentez, en fait? Pour moi, des experts de la compréhension de l'individu, tu vois, et de l'accompagnement de l'individu. Donc, c'est des longues études, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup tu vois, c'est des psychologues cliniciens, psychologues du travail, c'est des personnes qui ont quand même un petit recul, tu vois, sur l'accompagnement. Et c'est partagé, en fait. Il y en a pour qui les coachs, c'est des putains de bullshitters. C'est des gars qui te promettent mondes et merveilles et qui vont changer et transformer ta vie du jour au lendemain en un claquement de doigts. Pour d'autres, c'est intéressant leur point de vue, tu vois. Euh, dont une que je salue, Marine, qui a une posture géniale. En gros, elle me dit, mais en fait, si ça te fait du bien, en fait, si ça fait du bien au patient, si ça lui permet d'atteindre ses objectifs, si ça lui permet d'atteindre un mieux-être, bah vas-y, si pour toi tu as besoin de voir un coach, vas-y. Si tu as besoin de faire du macramé, si tu as besoin de faire du tennis, du dos crawlé dans la mer Baltique, vas-y en fait. Vas-y. Donc, tu vois, elle avait vraiment cette posture-là. Et en gros, elle me disait, c'est une synergie. Peut-être qu'un coach
accompagné ou avec un travail main dans la main avec un psychologue ou avec un sexologue ou avec une discipline peut-être un peu plus experte dans un domaine, c'est un peu ouais, là, on vient chercher à répondre aux besoins réels du client. C'est un peu là-dessus que je me destine, tu vois. À terme, Scale-up, j'aimerais que ce soit un groupement d'experts, experts vraiment sur des thématiques précises. Et l'objectif, ce serait de pouvoir placer le bon expert face au talent, au bon moment pour atteindre le bon objectif, tu vois. Et c'est ce que j'aimerais. Donc petit à petit, je construis, tu vois, des relations et j'échange avec des potentiels partenaires pour accompagner les entreprises sur ça aussi et les individus derrière. Mais, euh, mais ouais, ça nuit certains coachs. Et en fait, tu vois, on parlait un peu de manipulation, mais enfin, je suis énormément sur LinkedIn aussi et putain, les inductions qui sont faites sur arrête de procrastiner ou arrête tu ne dois plus faire ça. Oh, putain, laisse-moi Moi, je les tranquille en appelle fait. les gourous de LinkedIn. Ouais, Tu vois, ils ont l'impression que tu dois rejoindre leur secte. Sinon, t'es une merde. mais c'était. Oh la vache, putain, déjà je lis ça, mais alors déjà, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé, premièrement. Déjà, Et bonjour. ouais, salut au pire. Mais tu vois, tu lis un post, t'es dans ton lit, il est 7 heures, tu regardes ton feed et puis tu tombes sur un truc, un mec qui s'énerve, qui met en majuscule, arrête de procrastiner pour atteindre tes objectifs. Ben, laisse-moi tranquille, mec, en fait. Ouais, vraiment, je t'ai rien demandé, en fait. Et, euh, et la com, je la trouve assez dure, elle est très, tu vois, on parle d'analyse transactionnelle, mais du coup, je sais pas si ça te parle, ce triangle de Karpman, mais tu vois, la posture de victime, de persécuteur, de sauveur. Et en fait, là, certains coachs prennent vraiment cette posture de persécuteur en te pointant du doigt, en te disant ce que tu fais, c'est de la merde. Change, modifie, transforme-toi pour atteindre tes objectifs. Sauf que trop pas, en fait, quoi. T'as déjà plein de choses qui marchent en toi, qui sont très bien, t'as plein de qualités, t'as plein d'atouts, t'as plein d'avantages, t'as énormément de choses que tu maîtrises et que tu fais déjà très, très, très bien, peut-être plus que la moyenne. Euh, Garde-le, quoi. Enfin, je, je suis un peu contre ce genre Ouais, de je vois. Donc, propagande. du coup, ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs, nos auditrices, si vous voulez vous faire accompagner par un coach, une psy et tout ça, renseignez-vous. Enfin, et moi, je sais que j'avais été suivie par une coach qui m'a vraiment aidée pour le coup, et on me l'avait conseillé. Enfin, c'est quelqu'un de confiance qui m'avait dit, bah moi, j'ai fait plusieurs séances avec elle, c'est trop chouette et tout. Et en fait, enfin, vraiment, ne partez pas avec le premier venu que vous trouvez justement sur LinkedIn et en plus qui vous démarche, quoi. Enfin, franchement, il faut un peu plus creuser et faire attention parce que bah, ça peut avoir des dérives pas très cool, quoi. Grave. Donc voilà, ce sera le petit mot un peu d'alerte, mais j'en avais déjà parlé à une autre fille qui se définit aussi comme coach. C'est un épisode qui est déjà sorti parce que ton épisode sortira dans 1000 ans. C'est compliqué, je m'en mêle dans les dates, mais en tout cas, moi j'aime bien poser cette question-là parce que je pense que vous, en tant que personnes qui ont envie d'évoluer dans ce milieu-là, ben, ça vous met des bâtons dans les roues parce que vous avez un peu défriché le chemin de plein de coachs qui se sont autoproclamés et qui ont fait de la merde, quoi. Enfin, faut le dire honnêtement. Et du coup, ben, tant mieux qu'il y en ait qui le fassent bien et que ça fasse du bien aux autres, quoi. C'est un vrai plus, je pense, pour une entreprise de faire appel à ton entreprise et à ce genre de pratique, quoi. Yes. Mais merci. Bah, je t'en Merci, prie. merci. Bah, écoute, on va passer à la dernière question parce que je pense que ça fait plus d'une heure qu'on discute vu qu'on a eu plein de petites micro-coupures, mais c'est pas grave. Je vais te poser la dernière du question. Est-ce que, il y a un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre au micro de Trop bonne, trop cool? Waouh, un gentil. euh, Tu peux dire qui tu veux, ça peut être, ton entourage, ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être, quelqu'un que tu as croisé, que t'aimes trop, enfin vraiment c'est qui tu veux. j'ai- j'ai- C'est trop drôle parce que la première personne, tu vois, j'ai levé les yeux au ciel là du coup et j'ai pensé à ma maman. Ah! Je crois que ma maman, c'est la reine des gentils. Tu vois, tu Ah, trop parlais gentil. Mmh. de tout à l'heure des personnes qui sont optimistes qui kiffent la vie, qui sont enjouées à donf. Ma mère, c'est exactement ça. Donc Ah, gros bisous, ma j'adore. petite mamounette. Mais là, du coup, un salarié, un auto-entrepreneur, quelqu'un, Franchement, peu qui tu importe. veux. Du coup, bah, je serais curieuse parce que j'ai évolué dans un cercle de freelance, d'auto-entrepreneurs et tout ça. Et du coup, je serais curieuse d'échanger avec un salarié. Tu vois, je fais un lapsus. Je serais curieuse d'échanger avec un salarié, mais franchement, donne qui tu as en tête. Il y a pas de mauvaise réponse.
Un gentil, profondément gentil, plein d'amour. Là, je pense à un très 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 bon pote à moi, Quentin. Ok, Ouais, je te mettrai en relation avec avec lui. plaisir. Et Quentin, c'est un gentil plus. Ok, trop bien. En plus, voilà, j'ai du mal à avoir des hommes dans le podcast parce que, bah, déjà, peut-être que c'est moi aussi qui vais plus vers les femmes, plus vers quelque chose qui me ressemble, voilà, je pense, ce qui est un peu bizarre. Mais je me dis, des hommes, c'est chouette aussi d'avoir cette honnêteté de dire que vous êtes des gentils, des vrais, que vous assumez et que c'est cool, tu vois, et que Grave, c'est ok. je trouve ça trop cool d'être gentil, ouais. Bah écoute, en tout cas, Ahmed, merci beaucoup. J'ai passé vraiment un épisode de fou. J'ai pas vu le temps passer, tu vois. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute et franchement, merci pour ton partage, ton échange. J'ai vu que certains points, tu voulais pas trop t'étaler sur ta vie perso, donc il y a pas de souci. J'espère que je t'ai pas mis, tu vois, que je t'ai pas posé des questions trop personnelles. Chacun dit ce qu'il veut dans Trop Bonne Trop Cool, donc j'espère que tu as passé un bon moment. Grave, franchement, c'était trop bien. Et ouais, bah, peut-être, pourquoi pas rentrer dans un deuxième épisode un peu plus en profondeur. Je n'ai pas grand-chose à cacher, si tu veux, Non, 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 mais mais chacun, je franchement, te je veux que chacun se préserve. sente à l'aise, en fait. C'est un Ouais, peu une bulle, tu vois, justement, un peu de mièvrerie, de bienveillance à outrance ici, et du coup, chacun livre ce qu'il a envie de livrer. Et en plus, toi, tu avais un côté hyper technique que je pense que certains autres invités n'avaient pas, et donc ça peut vraiment servir nos auditeurs et nos auditrices. Et donc, c'est bien d'avoir voilà, ces profils hyper différents. Donc, merci pour le cool. partage, en tout cas. Merci pour cette invitation, c'est trop Je bien. t'en prie. Ben, écoutez, merci encore d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes encore là, on va clore tranquillement l'épisode. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau gentil ou une nouvelle gentille. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Trop Bonne Trop Cool, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilà, ça pulse un petit peu le podcast Homemade, ça donne de la force. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très vite. Des bisous. Salut Ahmed. Salut, salut!